votre rendez-vous hebdomadaire de retour sur Walf TV avec comme invité aujourd'hui pour analyser et commenter l'actualité de la semaine. Journaliste, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue également à Samba Djalempa Badji, journaliste. Bienvenue sur le plateau d'Actu en 7. Bonjour et merci. Et nous démarrons l'actualité de la semaine avec bien sûr la politique. L'actualité politique, ces temps-ci, ces derniers temps, disons, nous suivons l'actualité politique et les termes qui reviennent, les concepts qui reviennent, les dialogues politiques, les retrouvailles de la famille libérale, deux concepts utilisés, très utilisés ces derniers temps. Alors, comment faire l'analyse conceptuelle de ces deux termes afin d'éviter de plonger dans l'amalgame? Je démarre avec vous, Samba Djalempa Badji. Avec ces deux termes, lorsqu'on parle de dialogue politique et retrouvailles de la famille libérale, il y a une différence, bien sûr. Oui, forcément, il y a une différence. C'est-à-dire, déjà, retrouvailles de la famille libérale, ça concerne, c'est-à-dire le PDS et tous les autres partis qui sont nés de ses flancs. Alors que pour le dialogue politique, je suppose que ça concerne toute la classe politique. Alors, pour les retrouvailles de la famille libérale, si le PDS et tous les autres partis qui sont nés de ces flancs pensent qu'ils peuvent se retrouver, qu'ils travaillent à se retrouver, je crois que ça ne concerne que. S'ils s'entendent, tant mieux. S'ils ne s'entendent pas, c'est un peu leur histoire. Pour le dialogue politique, moi, je me suis toujours posé cette question. À quoi ça veut dire quoi, le dialogue politique dans une démocratie? En principe, dans une démocratie, le dialogue politique est permanent. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'en parler puisque cela va de soi. Cela va de soi. Les institutions sont faites de telle sorte qu'il n'y a pas de raison pour qu'à un moment donné, on appelle les différents partis à dialoguer entre eux. Mais le constat est que, et c'est peut-être ça aussi l'exception sénégalaise, le constat est que depuis toujours, que ce soit sous Abdou Diouf, sous Wade on l'a vu, sous Macky aujourd'hui, on a l'impression que la classe politique a cette capacité, cette magie de créer une tension artificielle, parfois c'est du fait du pouvoir, pour après appeler au dialogue. On dit, oui, le président a tendu la main à l'opposition. Au fond, je ne sais pas à quoi ça sert. Le contexte actuel donc nécessite pas de dialogue. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'a priori, en principe, quand on est en démocratie, on n'a pas besoin de lancer des appels en dialogue politique. Il doit être... ça doit aller de soi. Un exemple banal. On est sorti du référendum sur les réformes institutionnelles et tout. Une démocratie qui se respecte aurait voulu, les pratiques démocratiques auraient voulu que le président, même de choisir la date du référendum, puisse discuter avec les autres partis politiques, les autres acteurs politiques, mais aussi la société civile. Parce que pour moi aussi, le dialogue politique ou les discussions autour des questions majeures du pays ne doivent pas concerner que la classe politique. C'est la même chose. On est en train de parler des APE. À aucun moment, le président n'a discuté avec les différents acteurs pour leur dire « Moi, je pense qu'il faut que le Sénégal signe les APE ». Il a décidé que le Sénégal va signer les APE. Il va aussi convaincre les autres chefs d'État à signer les APE sans discuter avec personne, ni la classe politique, ni la société civile. L'histoire sur beaucoup de sujets. Donc, après, on crée de la crispation sur des sujets et après, on dit, oui, on appelle au dialogue politique, le président de la République a tendu la main à la classe politique, alors que cela devrait se faire de manière naturelle. Voilà. Voilà, vous l'avez dit, donc à quoi bon parler de dialogue politique, Ibrahima Khalilou Ndiaye? Est-ce que vous rejoignez Samba Djalempa lorsqu'il dit que le dialogue politique doit se faire naturellement, de manière permanente? Je voudrais vous remercier et saluer mon jeune frère Samba Djalempa Badji et vos téléspectateurs. Sur la question, je pense que pour les retrouvailles libérales, elles sont d'ordre privé et ça n'engage que les libéraux, d'où de quelques flancs qu'ils se situent.
Maintenant, pour le dialogue politique, je rejoins entièrement Samba Dialinka Badji en disant quand même qu'il y avait eu des opportunités, des moments beaucoup plus propices, beaucoup plus favorables que le président n'a pas fait. Derrière cet appel, peut-être qu'on peut y voir un calcul politique, puisque bientôt dans une année, il y aura une échéance électorale, les législatives, et probablement il pourrait être amené à perdre peut-être sa majorité au Parlement. Mais le constat est très clair. Dans une démocratie, l'opposition gouverne, le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose, et puis au finish, à l'arrivée, les électeurs, les Sénégalais vont trancher pour renouveler le bail du président de la République ou bien le sanctionner. Négative. Cela dit, moi je pense également que dialoguer autour de quoi? Pourquoi? Quelles sont les opportunités aujourd'hui? Je pense que moi, en tant que responsable du syndicat des journalistes, j'aurais bien aimé qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter pour trouver des solutions au problème des médias. Un appel qu'on a lancé aux autorités qui font la sourde oreille depuis belle lurette. Et aujourd'hui, on veut que la classe politique se retrouve entre elles. C'est comme si c'était ces gens-là qui doivent tout le temps se retrouver, créer des crises, comme ils disent, des crises artificielles, mais également se retrouver autour d'une pause. Aujourd'hui, les gens disent que autour de quoi on va dialoguer, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, est-ce que c'est la paix des braves? On sait aussi, nous tous, que le président Macky Sall avait été élu sur la base d'un programme, sur la justice. Aujourd'hui, quand les gens en vont jusqu'à parler de la libération de Karim Wade et que la traque des biens mal acquis est tombée à l'eau et qu'on ne discute plus autour des questions essentielles, des questions économiques ou autres qui peuvent propulser le pays de l'avant, ça se demander quand même dans quel pays nous sommes. Et c'est vraiment, ça nous donne des sièges froides. Nous regrettons vraiment que la place politique puisse prendre des Sénégalais pour ceux qui ne le sont pas et puis essayer de penser qu'ils peuvent toujours nous tourner en rond ou bien nous manipuler comme des moutons de Panurge. Donc moi je regrette vraiment. Je pense que ça c'est un épiphénomène par rapport au quotidien, par rapport au problème des Sénégalais. Je pense que la question du dialogue politique n'est pas une nécessité fondamentale, n'est pas une obligation, et je pense que peut-être c'est entre politiciens, les gens veulent se retrouver. Certains observateurs parlent d'ailleurs de deal, hein? Oui, c'est possible, hein? Je ne sais pas quels sont les non-dits, mais bon, ça peut être stratégique pour le président de la République d'appeler à ce dialogue, étant entendu qu'il va aller, peut-être ce sera une façon pour lui d'affaiblir le pouvoir politique, mais quand vous vous rappeliez très bien, Samba Dialinka l'a dit, dans son allocution de fin d'année, il avait dit qu'il y aurait une échéance référendaire au mois de mai. Et du jour au lendemain, il se réveille pour dire que le référendum sera le 20 mars. Et il y a eu des appels du pied des membres de la société civile, des universitaires, des mêmes religieux, mais il a fait la sourde oreille, il a tenu son référendum. Maintenant, le référendum, on a défini le statut de l'opposition, que l'opposition majoritaire, que celui qui est le chef de l'opposition investi par les pouvoirs, assume son rôle, mais qu'on n'ait pas de temps à perdre, qu'on mette les bouchées doubles pour relever les défis du peuple sénégalais. C'est l'éducation, c'est la santé. Chaque jour, vous entendez qu'il y a des mouvements d'humeur, des mouvements de grève. Il y a les problèmes essentiels, les gens réels existent dans ce pays. Il faut s'atteler à les résoudre et non pas nous divertir par rapport à des questions de dialogue. D'ailleurs, il y a toujours eu des dialogues par rapport à cette crise, ou bien le bouillonnement du front social, l'évolution notée dans le front social. Il y a toujours eu des dialogues, mais il n'y a pas de solution. On dirait qu'on ne trouve pas de solution. Alors, est-ce qu'on comprend même le terme dialogue, ce que veut dire dialogue? Oui, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Je pense que il y a eu des discussions avec les syndicats, notamment les syndicats d'enseignants, qui quand même reviennent chaque année avec pratiquement les mêmes revendications non satisfaites, c'est-à-dire des accords qui sont signés et qui ne sont jamais respectés. Donc il y a toujours un dialogue avec les syndicats, avec ce qu'on appelle le front social. Maintenant, le dialogue politique dont on parle, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi je pense que c'est... je ne vois même pas à quoi il va servir, de quoi les gens vont parler et quels en sont les objectifs. C'est quoi à la fin de ce dialogue? Sur quoi vont-ils échanger? Oui. Sur quoi vont-ils dialoguer? Donc, oui, après un moment, c'est quelque part une manœuvre pour donner l'impression que le président tient la main aujourd'hui, qu'il donne le tempo de la vie politique sénégalaise. Mais autrement, je ne vois pas c'est quoi la finalité. Peut-être la finalité, peut-être la libération de Karim Wade.
Mais pour ça, est-ce qu'ils ont besoin d'appeler à un dialogue politique? Ils n'ont qu'à discuter. Il y a des avec conditions que pose l'opposition. L'opposition pose ces conditions pour passer à ce qu'il appelle dialogue. Mais aujourd'hui, à supposer que la libération de Karim Wade soit une condition, comment on va le libérer? Karim Wade dit qu'il ne veut pas de grâce présidentielle et je pense qu'en ce moment, c'est peut-être la grâce présidentielle qui le permettrait de sortir en prison. Mais enfin, on ne va pas trop spéculer. Mais comme moi, je pense que le dialogue politique, c'est une perte de temps parce que je ne vois pas sur quoi les gens vont dialoguer et quels en sont les objectifs. Si peut-être il y a des points sur lesquels la classe politique devrait dialoguer, cela devrait être mis sur la place publique aussi, ou bien? Absolument. Moi, je pense que, comme il le dit, on est en train d'épiloguer. On reproche souvent à la presse sénégalaise de ne relater que des faits politiques. Mais je pense également, fondamentalement, la presse qui a pour mission de relayer les propos de l'actualité quotidienne ne peut se plier qu'à cela. Et là, on fait parler de cette réalité, de cette actualité quotidienne par rapport à un dialogue politique qu'aurait lancé le chef de l'État. Et je pense que c'est souvent nos responsables, le premier plan, qui manquent de vision en faisant que s'appesantir sur des questions d'ordre politique politicien. Je pense que le président de la République aurait appelé à une réflexion aussi profonde sur les enjeux économiques, sur les nouvelles technologies, sur les développements, sur les défis qui nous attendent. Je pense que les gens auraient été preneurs. Vous avez vu, il y a eu un forum sur l'administration. Mais est-ce que ce forum a tenu toutes ses promesses? Ce forum a-t-il été organisé de façon à ce que les usagers de l'administration, que nous autres citoyens qui allons solliciter l'administration, nous autres qui avons énormément du mal très souvent quand nous avons besoin de l'administration par rapport à l'établissement ou bien à la confection des pièces administratives. Est-ce que ce forum a été tenu toutes ces promesses? C'est ça des interrogations. Je pense qu'on aurait pu, par exemple, sur cette question, l'approfondir, mais entre l'annonce et l'effectivité réelle du forum, je pense qu'il n'y a pas eu de consultation suffisante et nécessaire pour que les gens puissent prendre le tempo et faire en sorte quand même qu'on ait dorénavant une nouvelle administration. Ça, c'est un exemple. Hein. Moi, je pense que il ne faut pas aussi que les gens pensent que les Sénégalais, on peut leur imposer un agenda que l'on veut. Le peuple doit être une sentinelle. Nous devons pouvoir amener nos autorités à aller dans la direction que nous voulons. Mais aujourd'hui, je pense qu'auprès de l'opinion publique sénégalaise, le dialogue politique ne passe pas. En tout cas, les gens voient ça comme de moyen de se retrouver pour la classe politique, pour arrondir les angles. Et je regrette aujourd'hui la tournure des choses. On avait trop reproché à l'ancien chef de l'État à chaque fois qu'il allait dans des manifestations religieuses, qui souvent d'ordre privé, qu'on le présente dans les médias dans une telle autre posture. Et malheureusement, c'est ce qu'a reconnu le président de la République. Il va dans toutes les manifestations religieuses en ayant une certaine attitude. Mais également, quand il va aussi, il a instrumentalisé les condoléances, il va aller présenter des condoléances. C'est dans l'ordre privé des choses. Et on nous impose ça tout le temps. Ça n'a rien à voir avec le citoyen sénégalais. À chaque fois, il embarque la presse avec lui. Est-ce que la presse n'a pas sa part de responsabilité aussi? Non, je pense que c'était aux autorités de s'assumer, de faire en sorte de distinguer le privé et l'officiel. Parce qu'un président de la République, forcément, il a des actes privés qu'il pose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut montrer ça en permanence aux Sénégalais. Je pense qu'il n'y a pas une étude, ou bien des sociologues devraient s'y pencher beaucoup plus. Est-ce que c'est par rapport à la quête d'un second mandat que le président de la République va à tout va présenter des condoléances, et quand le président de la République rencontre une responsable libérale qui avait été poursuivie et qui lui tient des propos d'ordre privé à l'endroit de Mme Aïda Ndiong, ça n'intéresse pas les Sénégalais. Mais c'est la presse qui a relayé cela. Oui, cela. c'est la presse, mais parce que justement, la manifestation avait été ouverte à la presse. Quand le président de la République va dans certains endroits, on doit dire que non, il n'y a pas de presse, on n'a pas besoin de la presse. De la même façon, lorsque le président de la République, l'ancien président de la République, allait vers son guide religieux et qu'il s'accroupissait et que ça n'agréait pas certains Sénégalais, c'est parce qu'il ne s'y retrouve relation d'obédience ou bien de supériorité ou bien des disciples à mettre. Donc nous pensons également les actes privés que pose le président de la République doivent rester dans la sphère privée et qu'on ne doit pas y ouvrir de la presse. Donc si le président de la République d'aventure rencontre Mme Aïda Ndiong qui était poursuivie récemment, qui était même emprisonnée, et qui lui disent tu es ma grande sœur,
C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, mais que ça reste dans leur sphère. Ça n'intéresse pas les Sénégalais. Qu'il pose des actes en disant que j'irai voir Oumar Sarr. Il n'a pas besoin de l'aval des Sénégalais pour aller voir Oumar Sarr. Mais si tant est qu'il est toujours, engagé par rapport à la traque des biens mal acquis, si Oumar Sarr mérite d'être poursuivi, Oumar Aïda Ndiong ou un autre kidam, qu'il le fasse. Donc moi je pense aujourd'hui, on a un contexte. Il avait été élu par rapport à des engagements précis, surtout par rapport à la justice. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais s'accordent à dire que la justice a été affaiblie. Donc moi je pense que s'il s'agit pour la classe politique de se retrouver et de régler des deals, moi ça ne m'intéresse pas. Et je pense bien que ça n'intéresse pas les Sénégalais. Il faut que les gens reviennent à des questions d'ordre essentiel. Les Sénégalais sont quelque part très fatigués. Les gens ont des problèmes. Ils attendent que les pouvoirs publics prennent les problèmes dans leurs préoccupations quotidiennes, qu'ils essaient de caractériser, de le manifester, de le matérialiser par des actes concrets. D'accord. Voilà, donc toujours par rapport à la presse qui relaie ces informations, Samba Djalempa Badji, est-ce que vous ne partagez pas que, vous ne pensez pas que la presse est parfois embobinée, manipulée par ces acteurs politiques dans même la diffusion de certaines informations? Ce que moi je pense, c'est qu'après les journalistes, ils font leur travail et chaque média publie les informations qu'il pense être intéressantes pour lui. Après, on est dans un contexte assez particulier au Sénégal, c'est-à-dire quand le président se déplace, il amène avec lui au moins les caméras de la RTS et ça fait l'ouverture du journal. Et comme le dit Ibrahima, même si c'est une activité privée, quand le président va présenter des condoléances à quelqu'un et qu'on en fasse l'ouverture du journal de la RTS aux 20h, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas, je ne pense pas que ça soit vraiment une manipulation ou quelque chose que ce soit, mais pour moi, c'est juste que le président de la République estime que la RTS, c'est une sorte de vitrine pour ses activités et tous les chefs d'État l'ont utilisé. Vous avez dit la RTS, mais il y a également les médias privés non, qui je vais venir aux médias privés. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, si le président de la République va présenter des condoléances, la cellule de communication envoie des demandes de couverture aux différentes rédactions où le président va présenter ses condoléances à Oumar Sarr, avec toute la littérature qui va avec les demandes de couverture. Maintenant, les médias qui... Pour la RTS, on peut penser que le directeur général de la RTS, c'est un responsable de l'APR, donc il va prendre la décision de mettre un journaliste pour qu'il aille diffuser de force. Pour les médias privés, ils n'ont aucune obligation. Donc, pour ce qui est des médias privés, je ne vois pas pourquoi ils vont couvrir ces activités-là. Mais l'autre chose aussi, je dois reconnaître que si le président va dans une activité privée présenter des condoléances et il tient des propos publics de ce genre, ou qui non seulement sur Aïda Ndiong... C'est tout à fait naturel les propos qu'il a tenus. Écoutez, un journaliste peut estimer que le fait que le président de la République rencontre une personne dont le dossier est toujours au tribunal et discute avec cette personne de manière amicale au point de dire « ouais, vous êtes ma sœur » ils peuvent tirer les conclusions qu'ils veulent, ils peuvent estimer, ces journalistes peuvent estimer que c'est un sujet intéressant qui mérite d'être dans leur colonne. Donc moi je n'y vois aucun inconvénient. Peut-être que moi je n'aurais pas fait ça comme un sujet d'actualité, mais un autre journaliste est libre d'estimer que c'est un sujet d'actualité. Donc pour moi, il n'y a pas de problème pour cela. D'accord. Donc toujours restons nous allons donc passer par là, la transition pour parler de la journée internationale de la liberté de la presse. Nous allons aussi rester toujours dans le traitement de la presse. Comment est-ce que la presse traite l'actualité politique, le dialogue politique, les retrouvailles libérales, la presse qui traite cette question comme si on dirait que la presse est embobinée par la classe politique. Par rapport à ce dialogue politique dont on parle, quel dialogue
De quoi va-t-on dialoguer? Pourtant, c'est la presse qui publie chaque fois, donc qui bat sa une avec ce dialogue politique. L'appel du chef de l'État, Macky Sall, Maître Wade qui répond depuis Versailles. On dirait que la presse participe à ce jeu de dupes. Non, écoutez, nous pouvons interpréter cela comme étant un jeu de dupes, mais je pense que la presse est dans son rôle que de relayer l'appel, puisque je pense qu'il a été tenu de façon dans une séance publique. Je pense que c'était, si je ne m'abuse, à l'occasion du 1er mai, à l'occasion de la remise des cahiers de doléances des organisations syndicales. Donc la presse aussi a l'information quand même qu'on ait un cycle de vie de sa naissance à sa mort. Je pense que la presse doit s'intéresser à son développement. Et aujourd'hui, l'opposition la plus significative étant matérialisée. Je vais venir. Étant matérialisée par le PDS qui s'était classé deuxième aux dernières élections et qui est représenté à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire, je pense que la moindre des choses également fait que les gens puissent s'intéresser à ce que les leaders du PDS, qui restent encore maîtres à Blawad, même si en France, pense de cet appel à dialogue politique. Et je pense que ce n'est pas la seule personne à qui la parole a été donnée. Je pense même que Idrissa Seck également a à se prononcer une proposition dans la livraison de la presse quotidienne d'aujourd'hui. Maintenant, pour revenir au jeu de la presse, je pense que la presse a beau dos par rapport à certaines choses. La presse relais couvre l'actualité. Et l'actualité, je pense qu'elle est faite par tous les acteurs, qu'ils puissent être politiques, économiques, culturels, etc. Aujourd'hui, les gens parlent de la Biennale. Je pense au quotidien, vous entendez de ce qui se passe, de ce qui se déroule à la Biennale de Dakar. Parce que c'est l'actualité. De la même façon également, si des acteurs économiques ou bien des promoteurs de quelque discipline qu'ils soient faisaient l'actualité, je pense que la presse a l'obligation de faire, de les suivre et de relayer et de rendre visibles les actions qui sont posées. Mais la manière de traiter, non, maintenant, vous parliez de la liberté des journalistes. Ne pas tomber dans le piège de ces acteurs politiques. Non, je ne pense pas. Je pense que seront manipulés ceux qui veulent l'être, bien l'être. Je pense qu'au-delà des médias de service public qui s'acquittent bien de leur rôle, mal, avec quelques imperfections, comme il l'a dit, qu'on puisse ouvrir le journal télévisé quand même par des condoléances, c'est pas hiérarchiser l'information. De la même façon également qu'on pense que le président de la République soit la seule ouverture d'un journal, quand même, ça quand même c'est ne pas offrir aux Sénégalais la meilleure posture ou bien la hiérarchie de l'information, d'autant plus qu'on sait que les gens s'acquittent bien de leur rôle dans d'autres domaines, dans d'autres services, dans d'autres compartiments de l'information. Donc il est essentiel que les gens puissent faire la différence. Maintenant, ce qui est évident, c'est que l'actuel pouvoir a ses amis dans la presse, comme tout pouvoir. C'est-à-dire que les gens cherchent toujours à avoir un bon compagnonnage avec les médias, à s'attirer les faveurs des médias, à être bien présentés dans les médias, mais de la même façon également, on ne pourra pas mettre tout le monde dans sa poche. Il y aura certainement des gens qui vont faire du journalisme, rien que du journalisme, ça n'arrêtait qu'à ça. Donc, que quelqu'un puisse être des pressions, donc il n'y a pas de problème. Ils trouveront toujours des gens. L'essentiel, c'est que les journalistes puissent rester professionnels, rester, n'avoir en ligne de mire que les populations auxquelles ils destinent l'information. Qu'il collecte et qu'il publie, qu'il façonne et qu'il publie. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Si vous pensez qu'il y a certains qui sont enrôlés par le pouvoir, d'autres ne seront pas dans les rangs. Donc moi je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure par rapport là-dessus et puis faire confiance au génie du peuple, au génie des Sénégalais qui sont à la limite les derniers juges, parce qu'on a beau écrire, on a beau les orienter, leur donner des informations, mais le bon sens étant la chose la mieux partagée et puis ça va faire la part des choses. Ils ne sont pas dupes, les Sénégalais. Voilà, donc toujours par rapport à la presse, on a l'habitude de parler de liberté de presse, mais est-ce qu'on ne devrait pas parler maintenant de liberté d'esprit en faisant allusion à la presse sénégalaise, Samba Dialempa? Liberté d'esprit, oui, mais les deux vont ensemble. Mais peut-être revenir sur cet aspect dont parlait tout à l'heure Ibrahim. Je pense que quand même il faut reconnaître qu'il y a une forte présence de la politique dans les médias sénégalais, dans les journaux sénégalais. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel quotidien, à part peut-être Le Soleil quelque part, mais on a les pages politiques occupent pratiquement tout le journal. L'actualité politique occupe pratiquement tout le journal. On a l'impression qu'au Sénégal, il n'y a que la politique comme activité. Les gens ne parlent que de politique. Quand vous écoutez les éditions des radios à midi, on ne parle que de politique. Et là, ça renvoie à la liberté d'esprit dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est une réalité.
Ça, c'est une réalité. Liberté d'esprit, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que c'est parfois par facilité. Facilité. Par facilité, c'est-à-dire on aime beaucoup la facilité parce qu'aujourd'hui, parler de politique, c'est-à-dire c'est la chose la plus facile pour un journaliste. On n'a pas vraiment besoin de faire, en tout cas au Sénégal, de faire de la recherche. Il suffit juste d'appeler au téléphone Moustapha Diakhaté, ensuite Babacar Gaye. Vous pensez, c'est la manière qui est facile, la manière dont on. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, les sujets politiques tels qu'ils sont traités et tels qu'ils sont présentés, c'est la chose la plus facile de faire du journalisme. Et on est embarqué dans cela de telle sorte que c'est facile pour un journal de remplir 4-5 pages d'actualité politique parce qu'on ne fait que relayer des polémiques stériles qui, après lecture, n'apportent aucune plus-value. Alors qu'il y a des sujets intéressants sur lesquels on peut s'appesantir. Bon, après, oui, il y a certains journaux qui font cet effort-là de s'intéresser à d'autres sujets d'économie, de culture, des faits de société avec des traitements de fond, mais cela survient très rarement. La plupart du temps, après ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, la politique est très présente dans les médias sénégalais. Il y a peut-être une explication historique à cela, mais je pense qu'on devrait faire l'effort de changer un peu notre manière de traiter même l'actualité politique pour des traitements plus en profondeur, des sujets qui permettraient au public de comprendre certains enjeux au lieu de juste se limiter à relayer des polémiques des acteurs politiques. Tel a dit ceci, tel autre a répondu. Non, je pense qu'à un moment, cela devient rébarbatif quand vous achetez. Même les débats politiques sont intensifiés maintenant. Pardon? Même les débats politiques sont intensifiés, les débats de plateaux télévisés. Oui, mais ça explique, ça s'explique aussi un peu par la nature du débat lui-même, ça c'est mais aussi cela s'explique quelque part par le travail des journalistes, parce que je pense que aussi, même si la nature du débat, on estime que la nature du débat est plus ou moins pas très élevée, notre responsabilité de journaliste, c'est aussi pousser les acteurs politiques ou les responsables de premier plan qui occupent l'espace public, de les pousser à s'intéresser aux sujets de fond, aux sujets importants. Aujourd'hui, il est rare de suivre dans les médias un débat sérieux sur l'éducation aujourd'hui. Chaque année, quand vous lisez les médias, vous ne voyez que des comptes rendus, les communiqués des syndicats qui menacent de faire grève pour une semaine, le ministère qui répond. Mais il n'y a pas de débat de fond sur l'éducation au Sénégal. Sur la crise à l'université, on n'a pas de débat de fond sur ces sujets. Donc je pense que quelque part, la responsabilité est partagée. Les acteurs politiques ou les acteurs publics ont leurs responsabilités. Mais nous aussi, en tant que journalistes, je n'ai pas l'impression que nous faisons cet effort-là de les pousser à aller au fond des sujets et à poser des débats de fond. Voilà, ce qui explique cela, est-ce que ce n'est pas la précarité notée dans le milieu? Il y a aussi, donc, cela nous permet de nous intéresser au nouveau code de la presse qui n'est toujours pas adopté. Toujours donc une revendication du SYNPICS. Tout à l'heure, vous évoquiez le statut du travailleur. Avec la fête du travail qu'on a célébrée le 1er mai dernier. Oui, avant de revenir là-dessus, je pense que moi, on n'a pas à rougir de notre presse. Et c'est vrai que cette presse est confrontée à d'énormes problèmes. Mais je pense que l'actualité, ce n'est pas la presse qui l'a fait. Elle n'est pas faite par la presse. La presse ne fait que relayer. La presse, il lui appartient de ramener l'actualité. Maintenant, le problème, c'est dans la hiérarchisation des faits qu'on peut noter un peu souvent les problèmes. Et comme je le disais souvent, si nos autorités, nos pouvoirs quand même nous proposaient des visions par rapport à d'autres secteurs, je pense que les médias mettront le zoom sur ces questions.
et la presse n'est là que pour rendre compte de l'actualité. Ça, il faut que les gens s'accordent là-dessus. Je suis d'accord. L'autre fait également. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, je ne peux pas vous interrompre, mais bon, la presse a le droit de relayer les informations, mais la presse a également le pouvoir de choisir quoi je vais relayer, de quelle manière je vais relayer l'information. Mais une information, une actualité, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer, mais la manière dont on traite cette information. Je ne suis pas d'accord au dialogue politique. Vous dénoncez. L'actualité, en tant que journaliste, je dois donner l'information. Vous donnez l'information, mais vous pouvez comme dénoncer je en vous l'ai même dit, temps. connaît des cycles de vie. Oui. C'est nous tous ce que nous avons appris. Cette information, on ne peut pas l'ignorer. On a beau être contre, mais le journaliste ne fait pas transparaître ses sentiments perso. Il donne l'information, même si ça ne lui plaît pas. N'est-ce pas? Donc, par rapport aux Sénégalais, on donne l'information. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que aussi les gens sont happés par un quotidien. Quand vous êtes dans un journal quotidien ou bien une radio ou une télé où c'est l'instantanéité, il faut donner l'information. Les gens souvent, on dit souvent, le journaliste c'est le premier historien, c'est l'historien du présent parce que justement, il n'a pas le temps matériel de prendre suffisamment de recul pour analyser les faits avec objectivité, avec beaucoup plus de discernement, avec beaucoup plus de recul. Parce qu'il doit donner l'information. Il travaille sur une matière, une denrée périssable. Donc il faut qu'il fasse vite. Ça n'excuse pas certains comportements. Vous parliez tout à l'heure de liberté de la presse et de liberté d'esprit. Moi, je formulerai ça autrement. Je pense que nous, le syndicat que je dirige, nous disons, notre devise, c'est liberté et responsabilité. Qu'est-ce qui veut dire quoi? Il faut être dans un cadre de liberté. Le journaliste doit être dans un cadre de liberté. Mais il doit être suffisamment bien formé en amont pour utiliser la liberté à bon escient, de façon judicieuse, de façon responsable. Cela veut dire quoi? Mais la liberté, simplement, qu'on dit qui est consacrée au Sénégal, la presse, on a une liberté de ton extraordinaire, ne suffit pas à elle seule pour que le journaliste puisse être dans ce cadre. Il faut également faire en sorte d'avoir un bon cadre, ne pas avoir certains soucis économiques, d'où notre appel à une nouvelle convention collective, puisqu'on a dénoncé celle qui existe encore, mais également, vous parliez du projet de code de la presse, qu'est-ce qui l'empêche d'être adopté actuellement? Ça, je pense, ce sont les politiques qui sont investis de ce pouvoir d'adopter ou bien de promulguer des lois. Et ce sont les députés, c'est la nouvelle législative, c'est le président de la République et son gouvernement. Et là-dessus également, nous disons toujours qu'on n'avons pas senti les Sénégalais. Au lieu d'un appel au dialogue politique par ce qui fait partie des mots de ce pays. Nous avons le courage de le reconnaître. Mais si nous n'avons pas en face des autorités qui soient à même de relever les défis, de répondre aux attentes des Sénégalais, donc de la presse qui fait partie des Sénégalais, donc ça c'est encore bonjour les dégâts. Toutes les tares que nous dénonçons par rapport à la presse feront encore jour, seront encore connus de tous, seront encore visibles. Nous, quand nous proposons qu'il y ait un projet de code de la presse, c'est justement pour avoir de bons journalistes, en faisant en sorte que l'accès à la profession ne soit plus aussi libre tel qu'elle l'est aujourd'hui, puisque aujourd'hui, au terme de la loi, est journaliste celui qui tire le maximum de ses revenus de la pratique de ce métier. Donc, n'importe qui peut du jour au lendemain devenir journaliste. Nous voulons combattre ça. Nous voulons faire en sorte quand même que le service public, il le dénonçait tout à l'heure, puisse revenir aux Sénégalais, avoir pour souci que les Sénégalais, puisque c'est l'argent du contribuable sénégalais qui est injecté pour que les gens puissent faire leur boulot, que le service public donne la meilleure information possible aux Sénégalais, pas au président de la République, ni aux responsables politiques. Nous demandons à ce qu'il y ait un financement conséquent de ce service public, mais également que le privé puisse être supporté par la manne publicitaire qui doit lui revenir de droit. Nous demandons également à ce qu'il y ait une autorégulation, il y ait une régulation, et nous pensons également qu'il y a énormément de dispositions dans le projet de code qui font que, s'il était adopté, ma foi, les Sénégalais pourront ressentir une autre presse également qui aurait un autre tempo. Donc je pense que les politiques ne doivent pas être frileux, ils doivent plutôt miser sur la qualité de la presse que de miser que sur un éparpillement ou bien une diversification extraordinaire du paysage médiatique qui ne profitera pas aux Sénégalais, mais qui profitera aux politiques qui pourront régler leur deal par rapport à l'instrumentalisation possible qu'ils pourront faire de ces médias. Oui, mais sur ce point, moi, je suis peut-être un peu incrédule. Moi, je ne pense pas que le code de la presse, le nouveau qui est en train de discuter, va régler les problèmes des médias sénégalais. Les problèmes sont structurels, ce n'est pas une question de loi, c'est des questions structurelles. Je pense qu'à un certain moment, il y a une rupture dans la presse sénégalaise où les gens ne misent plus sur la qualité du travail.
Je pense que ça, il faut que par moment, que nous, journalistes, on ait le courage de le dire et de se le dire en face. C'est-à-dire que nous devons cela au public, aux lecteurs, aux gens qui suivent la télévision, qui écoutent la radio. On leur doit. Vous avez tout à l'heure parlé de l'info, c'est une denrée périssable, il y a des problèmes de délai, c'est vrai, mais cela ne doit pas nous empêcher de produire une information de qualité pour notre public. C'est notre responsabilité. Et je pense que cela, ce n'est pas une loi qui va régler cela, ce n'est pas le code de la presse qui va régler cela, mais c'est d'abord une question de responsabilité individuelle, mais c'est aussi dans les rédactions et dans les entreprises de presse que cela doit se régler. C'est-à-dire qu'il faut que les propriétaires de journaux, les propriétaires de médias, mais aussi les responsables dans les rédactions en fassent une question d'honneur pour que le traitement de qualité de l'information soit dans l'ADN de leur travail quotidien. Si on ne le fait pas, on a beau voter le meilleur code de la presse, ça ne changera rien. Mais Badj, j'ai envie de vous demander si vous avez lu le projet de code. Mais Ibrahima, j'ai lu le code, j'ai lu le projet de code, je sais comment on travaille. Je pense qu'on était ensemble sur un moment quand on travaille aussi pour le CORED. Je pense que ce sont des questions qui m'intéressent en premier. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il y a des aspects de ces questions-là. Je ne suis pas en train de jeter le code de la presse. Non, je suis en train de mettre les choses à leur place. Le code, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas ça qui va régler les problèmes fondamentaux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les problèmes doivent se régler dans les rédactions. C'est dans les rédactions qu'on doit régler ces problèmes. Justement, le projet parle de rédaction. Par rapport à la question, moi je pense que fondamentalement, on a un problème de rédaction. Il faut les configurer. Mais le problème d'abord, c'est les hommes. La ressource humaine est la première ressource. Si on n'a pas de bons journalistes, des journalistes qui ont été formés, aujourd'hui, quelle est la conception populaire au Sénégal? Deviennent journalistes ceux qui ont échoué dans leur vie antérieure, ceux qui ont épousé toutes leurs cartouches. Donc on a besoin, vous avez fait la même école que nous autres. Je pense que moi, lorsque je sortais de l'école, vous veniez d'arriver. Quand même il y a un minimum de formation que nécessite ce métier, comme tout autre métier, un corps de métier. Si vous avez des métiers que les gens ne peuvent pas pénétrer, est-ce qu'il vous est loisible aujourd'hui de devenir du jour au lendemain un avocat, ou bien un magistrat, ou bien un architecte? Parce que les gens ont bien protégé leur métier. D'abord, il faut protéger le métier. Si on n'a que des professionnels qui accèdent à la profession, les gens ils vont se regarder au sein d'une rédaction entre professionnels. Puisque également, on peut former un journaliste sur le tas, mais cette formation sur le tas, elle requiert des préalables que nous n'avons pas dans nos rédactions. Parce que vous allez dans la rédaction, la moyenne d'âge, elle est très jeune, des responsables même. Vous voyez des gens qui méritaient encore d'être formés, qui sont aux commandes. Donc ça pose problème. Nos rédactions ne sont pas bien configurées, d'où la nécessité, et comme le recommande le code, qu'on aille vers des rédactions professionnelles. Il faut qu'il y ait un minimum de professionnels qui ont été bien formés. Et la loi, elle servira à quoi? Quand le code aura une force de loi, c'est qu'elle puisse s'imposer à tout le monde, à ceux qui l'ont compris et ceux qui ne l'ont pas compris. Vous voyez? Donc, et même pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire antérieurement une formation en journalisme, ils pourront faire une validation des acquis. Et le code demande aujourd'hui, pour accéder à la profession, d'avoir un minimum une licence. Si les gens ont la prétention de devenir des journalistes, une discipline qu'ils n'ont pas étudiée antérieurement, il faut quand même qu'ils viennent avec une certaine plus-value qu'ils vont apporter à la profession. Donc nous aussi, nous devons être très fiers de notre métier et faire en sorte quand même que n'importe qui, surtout ceux qui ont échoué ou bien qui ne sont pas des gens recommandables, puissent nous infiltrer, que nous acceptions, parce que c'est de là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de tares possibles. Donc moi je pense que nous devons être les premiers sentinelles. Personne ne viendra régler ce problème à notre place. Il faut que les professionnels se mobilisent. La loi, le propre d'une loi, c'est de s'imposer à tout le monde, ceux qui l'ont compris pas. Aussi paradoxal qu'elle puisse être, nos lois sont rédigées dans une langue étrangère qui n'est pas accessible à plus de la moitié des Sénégalais, mais c'est comme ça. Donc, faisons en sorte que ce projet ait une force de loi et puis on réglera les problèmes progressivement. Il est évident que le vote du projet de code ne va pas du jour au lendemain faire disparaître tous nos problèmes. Mais tous les professionnels s'accordent là-dessus. Et nous, ce que nous disons, ce n'est pas que c'est un texte d'évangile ou bien une vérité coranique. Il est susceptible de receler ou d'avoir des limites. Et il l'a certainement. Donc faisons en sorte de corriger les disparités, les impairs, de corriger progressivement pour cette quête de presse, d'une bonne presse. Et je pense aussi, comme je le dis, on n'a pas à rougir de notre presse. On a une bonne presse. Les gens font quelque part du bon travail. Quand vous allez regarder une certaine presse, vous ne verrez pas de bons reportages. Mais ce qui fait la grandeur du journalisme, à savoir le reportage, vous le verrez dans certains de nos médias. Et ça existe.
moi, je suis très fier des journalistes sénégalais de façon globale, même s'il y a beaucoup de choses à redire, comme dans tout corps de métier. Je pense qu'il faut que ça se comprenne. Je veux dire, également, je suis fier des journalistes sénégalais, étant moi-même journaliste sénégalais. Je travaille dans les rédactions sénégalaises. Mais je pense que c'est nous rendre service à nous-mêmes que d'accepter de nous regarder les yeux dans les yeux et de parler des problèmes qui sont dans cette rédaction. Et c'est bien parce que je pense qu'effectivement, ce code est parti d'un constat qu'il y a des problèmes qu'il faut régler dans la presse sénégalaise. Mais moi, mon inquiétude, c'est qu'on pense que c'est le code qui va régler tous les problèmes. Je ne le crois pas. Donc il y a la qualité de la production intellectuelle aussi, hein, à vous comprendre. Nous allons avancer toujours dans Actu en 7. Je rappelle que nous recevons aujourd'hui Samba Dialempa Badji, journaliste, et Ibrahima Khalilou Ndiaye. Il est également journaliste. Nous allons parler des accords de défense signés entre le Sénégal et les États-Unis. Alors, un politologue, notre confrère d'ailleurs, il est journaliste, Babacar Justin Ndiaye a noté un vice de procédure donc, dans ses signatures donc, entre l'ambassadeur des États-Unis et le ministre des Affaires étrangères, M. Mankeur Ndiaye. Donc il y a un vice de procédure qu'on a noté là dans ces accords, avant d'analyser d'abord ces accords de défense entre le Sénégal et les États-Unis. Vice de procédure, j'aurais du mal à entrer dans ce détail-là parce que j'avoue que je ne sais pas dans quelles conditions ces accords ont été signés, ne connaissant pas le contenu de ces non plus. Qu'est-ce qui est dit pour amener l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères à signer ces accords-là? Oui, je serais bien téméraire de parler dans un sens ou dans un autre, dire s'il y a oui ou non vice de procédure. Donc moi c'est un sujet sur lequel vraiment j'aimerais ne pas trop m'avancer en attendant d'en connaître un peu plus. D'accord, donc c'est la base américaine, donc les États-Unis d'Amérique doivent donc venir peut-être pour participer certainement donc par rapport au contexte actuel, donc le terrorisme, entre autres points soulevés par rapport donc c'est un partenariat entre l'armée américaine et celle sénégalaise, donc un accord qu'ils ont signé entre les deux pays, un partenariat. Lorsqu'on parle de vice de procédure, oui, c'est que les accords devaient certainement passer à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale avait certainement son mot à dire avant donc, que l'État du Sénégal signe ces accords. Je pense que je vais essayer de parler de manière dans la généralité. Je crois que les États-Unis ont des bases militaires un peu partout dans le monde. Ils en ont à Djibouti, notamment en Afrique. Ils cherchent toujours une base où installer leur commandement pour l'Afrique, la célèbre Africom qui n'arrive toujours pas à trouver de base. Ils avaient négocié avec la Mauritanie, le Nigeria. Mais je pense qu'il y a aussi une chose, je l'avais souligné tout à l'heure au début. Je disais tout à l'heure que voici des questions sur lesquelles, notamment, le chef de l'État aurait pu discuter avec la classe politique, sans que ça soit une sorte d'appel au dialogue, mais ça devait se faire naturellement, discuter avec les gens sur tel sujet. Peut-être qu'après, les questions de défense, comme on le dit, sont une prérogative du président de la République, même sans entrer dans les détails, mais juste sur le principe, en discuter. Et effectivement, ça, quand même, ce sont des questions qui, même si elles relèvent de des prérogatives du chef de l'État, ce sont des questions d'intérêt national et qui engagent tout le pays. Donc, vice de procédure ou pas, mais je pense qu'effectivement, ce sont des questions qui méritent d'être débattues dans les institutions, à l'Assemblée nationale, que cela soit expressément prévu ou pas. Ce sont des sujets sur lesquels on ne doit pas laisser une seule personne en décider à sa guise. Ça, c'est mon point de vue sur le sujet. D'accord. Donc, des accords signés entre l'État du Sénégal et les États-Unis, Ibrahima Khalilou Ndiaye, sans pour autant que cela passe à l'Assemblée nationale.
D'abord, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne connaît pas d'abord le contenu des accords, comme il l'a dit, que Babacar Ndiaye puisse parler de vice de procédure. Je pense que c'est par rapport au parallélisme des formes, Oui, qu'un ministre de la République et un ambassadeur. Je pense peut-être que c'est ça quoi qu'il veut dire, mais je ne sais pas trop. Moi, je vais un peu revenir un peu sur un passé récent. Lorsque le président Ouad avait décidé que les Français réduisent à leur plus simple expression leur présence militaire ici au Sénégal, et les forces françaises du Cap-Vert étaient passées de cette part de plus d'un millier, plus de 12 000, je pense, hommes même à 1 millier, en devenant des éléments français au Cap-Vert. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais fait un entretien avec le commandant de ces forces françaises du Cap-Vert, et qui me disait que dorénavant, les accords de défense seront revisités et seront votés par les parlements qui vont accepter ou pas. Mais depuis lors, malheureusement, Ouad est parti, on n'a pas vu de nouveaux accords de défense entre le Sénégal et la France. En tout cas, même s'ils existent également, je pense que c'est un secret et ils ne sont pas en tout cas livrés au peuple. C'est vrai que c'est des questions de défense, d'accord, mais il faut dire également que les États-Unis ont toujours été intéressés par la possibilité d'implanter Africom, qui a son commandement en Allemagne, son état-major en Allemagne, en Afrique. Et ils étaient intéressés par un certain nombre de pays, mais de tous ces pays qui les intéressaient, il y a le Sénégal qui damait le pion. Les gens, Dakar, par rapport à sa position, par rapport à géographie quand même est plus que stratégique pour les Occidentaux de façon générale et pour les Américains dans l'objectif de transférer Africom, le commandement d'Africom. Ça c'est le premier aspect. La deuxième chose également est que quand les gens viennent, je pense qu'un accord, il ne faut pas tout rejeter, il faut le lire dans sa globalité, voir les avantages et les inconvénients. Quand les gens viennent, ils vont abonner un fort pouvoir d'achat, ils vont pouvoir apporter une forte logistique avec eux, beaucoup de choses. Peut-être que les populations sénégalaises peuvent en gagner, mais également, il n'y a pas de risque, ça ne va pas sans inconvénients. Également, ça peut être une cible privilégiée, d'autant plus qu'on parle de terrorisme aujourd'hui. Le monde est devenu un village planétaire et on sait que personne n'est à l'abri, ça peut être une cible privilégiée et ça, c'est le territoire sénégalais. Donc moi je pense, comme il l'a dit, il faut que ces accords ne puissent pas relever de la seule volonté d'un homme, fut-il le président de la République. Il faut qu'il y ait des discussions sérieuses. Et quand ça revient sur la table, la question du dialogue politique, nous pensons que cette question aurait mérité quand même qu'il y ait une forte mobilisation des Sénégalais, de tout bord qu'ils se situent, sur la pertinence de signer un accord et de savoir, de décortiquer le contenu de cet accord, qui nous ferait voir ce que les Sénégalais peuvent en gagner, mais également ce qu'on peut perdre. Donc, le contenu des accords que certains ignorent d'ailleurs. Ouais, c'est ça le drame. Voilà. De toute façon, le vrai contenu des accords, beaucoup vont l'ignorer. Et la question fondamentale, c'est qu'est-ce que le Sénégal gagne ça? Et comparé à ce qu'on perd, est-ce que ça vaut la peine de signer de tels accords quand on sait que dans le contexte actuel, partout où s'installe l'armée américaine, il y a une sorte d'appel d'air pour les organisations terroristes? J'espère que le risque est assez bien calculé. Voilà, donc nous avançons toujours avant la fin de cette émission avec la nomination de Pape Dian. Il était donc directeur général de la Sénélec, ex-DG de la Sénélec, qui se retrouve maintenant à la tête de la SUNEOR. Alors, il y a d'abord, comment analyser donc, cette nomination de Pape Dian à la tête de SUNEOR avant d'avancer dans le détail? Disons, l'analyse la plus simple et simpliste, c'est de dire que jusque-là, la nomination des directeurs généraux des entreprises publiques ou parapubliques relève de la discrétion du chef de l'État. Il a choisi la personne qui l'intéresse pour lui confier ce poste. Après, on peut épiloguer sur le sujet comme on veut, mais le chef de l'État, sur la question, n'a violé aucune loi. Et là, je ne crois pas que... Après, oui, on peut dire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense de la personne. Est-ce qu'elle est capable de gérer la boîte? Est-ce qu'il fallait le nommer ou pas? Mais la loi autorise le chef de l'État à nommer qui il veut à ses postes de responsabilité. Un membre des cadres de l'APR, Patrice Tané, qui n'agrée pas cette nomination, a soulevé quelques points en disant que
que Pape Dieng aurait atteint l'âge limite. Donc, c'est un retraité qui tient les commandes à la tête de la SUNEOR. Est-ce que c'est le bon choix? Mais justement, la loi n'empêche pas le chef de l'État de nommer un retraité à un poste de responsabilité. Je crois qu'il y a des conditions pour le faire. Et si ces conditions sont respectées, il n'y a pas de problème. Et c'est une question qui n'est, comment dire, qui est à la fois simple et qui n'est pas simple. Quand on accepte le principe que le chef de l'État, la Constitution, c'est l'article 44 ou 47, je ne sais plus, l'autorise à nommer à des postes de responsabilité qu'on accepte, eh bien, qu'est-ce qu'on veut après? Je pense que il faut qu'on pose de manière fondamentale la question de la nomination. Est-ce qu'on va accepter de continuer sur ce principe ou est-ce que sur certains postes, il faut que ça soit un appel à candidature avec des règles de compétition claires qui permettent de sélectionner les personnes qui vont diriger nos entreprises publiques? Si cela n'est pas fait et qu'on reste dans la configuration actuelle, moi je ne trouve rien à redire sur cette nomination. D'accord. Alors, Ibrahima Khalil, par rapport donc à la nomination de Pape Dieng à la tête de la SUNEOR pour la relance de cette société, bien sûr, qui a connu des périodes sombres quand même. Bon, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'il est admis que le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. C'est ce que disent les textes. La deuxième chose également, la même façon, nous tous nous savons aussi qu'on gagne avec ses amis, mais on gouverne avec des compétences. La nomination de Pape Dieng, moi, elle ne me pose pas en tant que tel problème. Mais ce qui me pose problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a les mêmes capables dans ce pays, les mêmes personnes qui soient capables dans ce pays. Je pense qu'avant le départ de Pape Dieng, qui soit dit en passant, lorsqu'il a été nommé à la Sénélec, les gens avaient argumenté sur l'âge de la retraite qu'il avait déjà atteint à l'époque où il était nommé à la Sénélec, et en disant qu'il faudrait donner une chance aux jeunes, puisque si les gens ne travaillent jamais ou bien ne sont pas promis, ils ne seront jamais responsables. Ou bien quand les gens vont chercher un boulot, on va leur demander une expérience professionnelle. S'ils tardent à trouver le premier boulot, ça pose problème. Je pense aussi le président de la République, on nous présente comme étant celui qui est né, comme le premier président qui est né après les indépendances. Il devrait également faire un effort par rapport au renouvellement de la classe politique et de la masse des dirigeants. Encore qu'on n'est pas les mêmes personnes qui soient seulement capables. Je pense qu'on a énormément de compétences au Sénégal, des gens qui sont dans l'ombre. Et le drame, si les gens s'en disent ou bien s'arc-boutent aujourd'hui sur la nomination de Pape Dieng, c'est que certains mettent en avant ces liens amicaux avec le président de la République. Donc moi je ne pensais pas un critère, un élément objectif d'appréciation ou de jugement si tant est que la personne est compétente, mais je pense également, nous vivons au Sénégal où très récemment on a beaucoup combattu Karim Wade eu égard à sa filiation, à la qualité de fils qu'il avait à l'endroit du président de la République. La deuxième chose également, je pense que Pape Dieng n'est pas la seule personne. Je ne connais pas Pape Dieng, je ne l'ai jamais vu personnellement. C'est vrai qu'on s'est une fois parlé de façon hasardeuse au téléphone, mais je pense qu'elle ne soit pas la seule personne capable de redresser des boîtes dans ce pays. Encore qu'avant de quitter la Sénélec, il y a eu un tollé et il n'y avait plus de possibilité autre que son départ à l'époque. Donc c'est un passé très récent. C'est vrai que le président nomme qui il veut, mais aussi il y a un minimum quand même par rapport à ce qu'il faut faire. De toute façon, il peut nommer qui il veut et à l'arrivée, les gens verront et puis ils jugeront, apprécieront. Et je pense que si ça fait l'objet de polémiques, c'est parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a eu des liens amicaux qui ont prévalu, mais également le fait aussi qu'on ait pris la même personne à deux reprises pour la propulser, alors que personne n'est indispensable dans cette vie. Voilà, nous allons terminer par la politique. Nous avons démarré par la politique et nous allons boucler, bien évidemment, par la politique. Rappelons que ce 7 mai, Diagne Fada et compagnie, les frondeurs, donc, tiennent un congrès, certainement pour mettre sur pied un parti politique. Donc, l'on saura peut-être d'ici quelques heures. Voilà, à 17h, certainement, il fera face à la presse. Alors là, nous allons juste faire une analyse avec notre chers invités par rapport à l'avenir de ce parti peut-être qui verra le jour de Diagne Fada et compagnie. Les fondeurs du PDS ne sont pas les premiers à quitter le navire libéral. Oui, ce ne sont pas les premiers. Moi, je pense que
ce qu'on a appelé la fronde de Fada, c'était juste une stratégie pour gagner un peu de temps, mais la suite logique, c'était quitter le parti et créer son propre parti. L'histoire nous a montré quand même, pour le PDS, mais aussi pour d'autres partis politiques, c'est une spécificité de la politique sénégalaise, toutes les personnes qui ont voulu contester la suprématie d'Abdoulaye Wade ont été obligés de quitter le parti et d'aller créer leur parti ailleurs. C'est-à-dire ils ne sont jamais parvenus à prendre le contrôle du parti de l'intérieur. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Je pense que Fada, en l'essayant, à mon avis, il essayait un peu de se peser pour voir ce qu'il valait dans le parti, pour voir sur qui il pouvait compter. Quand il a su, plus ou moins, je pense qu'il va franchir le pas en essayant de créer son parti avec ses amis et essayer de se construire un avenir politique comme d'autres ont essayé parfois sans réussir, ou d'autres avec succès comme Macky Sall. Donc je pense que après, quand on voit d'autres partis, il y en a qui ont essayé. Le PS, beaucoup ont essayé de contester la suprématie d'abord d'Ousmane Tanor Dieng quand il a été abdoubé par Abdou Diouf. Ils ont fini par aller créer leur parti. Moustapha Niasse, Djiboka, on a vu les Robert Sagna, les Souti Touré. C'est une spécificité des partis politiques sénégalais. Je pense que l'avenir de Fada, c'est probablement créer son parti politique et essayer de se frayer un chemin dans le paysage politique sénégalais. Ibrahima Khalil Ndiaye. Je pense que c'est une question difficile. Le PDS reste séculaire, il a été affaibli par des départs. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les Ousmane Ngom, qui était déjà parti auparavant avec le PLS, du Parti Socialiste, qui est revenu à la faveur de la survenue de l'alternance, et d'autres également, je pense que les Serigne Diop sont partis, Diagne Fada s'inscrit dans cette lignée, parce qu'aussi il pensait que peut-être que le parti allait lui revenir. En tout cas, je pense qu'il en avait l'ambition. Il n'a pas pu. Il y a eu le feuilleton également à l'Assemblée nationale par rapport à la présidence du groupe parlementaire. Il y a eu un tollé, certains sont restés fidèles. Oumar Sarr, qui était le patron par intérim, et ses vies, son leadership contesté. Donc c'est dans l'ordre naturel des choses. Et je pense que les Aliou Sow sont partis. Aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale. C'est un méli-mélo. Et Diagne Fada, qui va se compter, qui s'est compté d'ailleurs lorsqu'il était, le PDS était au pouvoir à l'époque, je pense que c'était aux législatives de 2007. 2007, avec Warmi. Avec Warmi. Après, il s'est pesé, il a gagné, je pense, 1 ou 2 députés, postes de députés. Il était revenu par la grande porte au PDS. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'il coupe les amarres, ce sera pour de bon. Et je pense que la reconfiguration politique ou bien PDS d'après pouvoir encore en train de se faire. Donc, on ne peut pas avoir des éléments d'appréciation objectifs. Beaucoup de gens prédisaient la fin du PDS après le départ du pouvoir, ou bien encore le PDS ne va pas survivre à Wade. Aujourd'hui, le PDS va-t-il revenir à Karim lorsqu'il va sortir de prison? D'autant plus que les gens en ont fait leur candidat à la prochaine présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est que Diagne Fada a pris date avec l'avenir depuis belle lettre. Maintenant, quelles seront ses chances, quelle sera sa formation politique? Mais je pense qu'il a pour de bon quand même coupé les amarres avec le PDS. Voilà, merci beaucoup très chers invités. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Samba Dialem Pabadji, il est journaliste. Merci à vous. Merci. Merci Ibrahima Khalil Ndiaye d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci très chers téléspectateurs, auditeurs de nous avoir suivis dans Actu en 7. Rendez-vous est pris la semaine prochaine. Restez en compagnie des programmes de Walf TV. Merci à Oustaz Hassan. Il a assuré la coordination de ce numéro. Excellente suite de programmes.